Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous êtes accueillis ce soir et nous avons l'honneur de recevoir Jean-Marie Laine, qui est directeur du labo de l'université Louis Pasteur à Strasbourg, professeur au Collège de France, membre de l'Académie de sciences et prix Nobel de chimie. Donc, sans plus tarder, je vais, monsieur, vous laisser la parole pour votre intervention. Et au nom du président de la région et de mes collègues, nous sommes encore une fois extrêmement honorés de votre visite dans le cadre de ces forums du savoir. Merci beaucoup. Je suis content d'être de retour à Rouen, et notamment pour ce genre de manifestation qui essaye de donner de l'information scientifique, des nouvelles de ce qui se passe dans la science à un public plus vaste, et je crois que c'est très important par les temps qui courent, où malheureusement un certain nombre de forces beaucoup moins rationnelles que les approches scientifiques sont à l'œuvre. Mais bon, je voudrais commencer par vous donner une explication de mon titre, parce qu'après tout, on peut se poser des questions. Vous pouvez peut-être diminuer l'éclairage, s'il vous plaît. De la matière à la vie, tant qu'on parle de la matière à la vie, ça intéresse sans doute beaucoup de monde et ça suscite pas mal d'intérêt. La chimie a-t-elle quelque chose à voir avec cette évolution de la matière vers la vie? La réponse est évidemment, bien sûr. Je vais essayer de vous montrer quelles sont les relations. Pour ce faire, il va falloir commencer il y a très très longtemps, il y a 13,7 milliards d'années, lorsque l'univers a été créé par l'explosion originelle. Et au début, ce n'était que de la physique, de l'énergie. À fur et à mesure que le temps s'est écoulé, mais très rapidement, l'univers s'est refroidi. Il n'y a eu pas de chimie au début. Des particules se sont formées, ces particules se sont assemblées pour faire des atomes, et à partir de là, la chimie a pu commencer, les atomes s'unissant les uns aux autres pour faire des molécules. Les molécules sont devenues de plus en plus compliquées, elles se sont aussi accrochées les unes aux autres, et ont constitué des ensembles, des agrégats qui ont fait des membranes, une cellule primitive, par un mécanisme que nous ne connaissons pas pour l'instant, mais qu'un certain nombre de personnes dans certains domaines de la chimie et de la biologie sont en train d'explorer. La vie en est sortie, elle a évolué jusqu'à un stade qui pour nous est le stade le plus avancé, c'est-à-dire l'être humain, la matière pensante. Avant de continuer, je crois qu'en observant cette évolution de l'univers, il y a une première remarque qu'il va falloir faire. Ça ne va pas s'arrêter là. Le fait que cet organisme se trouve au bout de la figure, c'est simplement parce que c'est nous maintenant actuellement. Mais ça ne va pas s'arrêter. Et ceux qui pensent que l'évolution de l'univers s'arrêtera à ce que nous appelons l'organisme humain sur Terre se trompent. D'ici 10 000 ans, probablement nous ne serons plus ce que nous sommes actuellement. Et si nous le sommes, il y a quelque part ailleurs où ce sera différent. Donc on ne peut pas arrêter l'évolution de l'univers. L'univers va continuer à évoluer. Et je pense aussi que le genre humain va continuer à évoluer. Ceci dit, on peut se poser une question. Quels sont les paramètres par lesquels on pourrait caractériser cette évolution? Ils ne sont pas tout à fait arbitraires, mais on peut néanmoins se dire que voilà, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu de plus en plus complexe. Au fur et à mesure que l'univers a évolué, dans certains endroits de cet univers, notamment sur la planète Terre, ce qui était présent, la matière, est devenue de plus en plus complexe. Tout d'abord, la matière était divisée. La matière divisée est devenue ensuite condensée. Les objets matériels se sont mis ensemble pour ensuite s'organiser, pour devenir à un moment donné vivante par un processus dont nous ignorons pour l'instant les détails, mais comme je l'ai dit, qui est en train d'être étudié par
différents types de chercheurs. Elle est devenue pensante, ce qui est encore un saut qualitatif beaucoup plus important que de passer de l'organisé au vivant, le vivant au pensant. Évidemment, il y a peut-être quelque chose après. Mais ceci, il est pratiquement impossible de savoir ce que ce sera, parce que penser par-delà notre pensée, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais nous ne pouvons pas exclure que ça existe, ou que ça pourra exister. Quel est le processus par lequel cette progressive complexification de la matière a pu se réaliser? La première question qu'il faut se poser est d'où est-ce que cela vient? Comment la matière est-elle devenue complexe? Quels sont les mécanismes par lesquels cela a été possible? Et j'appelle ça la question primordiale, non pas nécessairement parce que c'est la plus importante pour la science, par exemple. La théorie de la relativité d'Einstein est évidemment une théorie d'importance fondamentale. La théorie quantique l'est aussi. Mais ce qui est primordial, ce qui est avant tout cela, c'est comment est-il possible que l'univers ait produit Einstein, ait produit Planck. Donc la question primordiale est vraiment comment est-il possible que la matière ait pu générer des organismes capables de réfléchir et de réfléchir sur l'univers lui-même dont ils sont issus. C'est ça la question primordiale. Alors la réponse à cette question, on peut la formuler. Ça ne veut pas dire qu'on sait par quelles étapes cette progressive complexification a passé, mais on peut au moins formuler le mécanisme. Le chemin vers la complexité, c'est l'auto-organisation. Voulant dire que cela s'est fait tout seul sur la base des propriétés de la matière dans notre univers. C'est parce que nous sommes dans un univers qui est constitué d'une certaine façon et où les objets interagissent d'une certaine façon que cela peut s'organiser. Ça s'est fait tout seul, mais évidemment ça ne veut pas dire que nous savons comment ça s'est fait. Cette auto-organisation, on peut la considérer de deux manières. À grande échelle, c'est l'auto-organisation de l'univers. Pour l'instant, nous n'avons pas de théorie unitaire. Les physiciens ne nous ont pas encore fourni de théorie unitaire. L'auto-organisation de l'univers se fait sous l'action des forces gravitationnelles qui agissent sur des changements après le Big Bang, des changements locaux, des différences locales de densité dans la matière ou de vitesse d'expansion. Les forces gravitationnelles agissant sur ces inhomogénéités de densité ou de vitesse d'expansion conduisent à, par exemple, la formation de galaxies, d'étoiles, etc. Ceci, c'est l'auto-organisation à l'échelle cosmique. Ce n'est pas celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse, c'est l'auto-organisation à l'échelle de la matière moléculaire qui est régie par les forces électromagnétiques. Ces forces électromagnétiques, ce sont celles qui agissent entre les briques élémentaires, dont je reparlerai dans un instant, et qui fabriquent un certain nombre de compositions, de combinaisons, un peu, pas au hasard parce qu'il y a des lois, mais enfin des combinaisons très très variées. Et ce sont ces forces électromagnétiques qui permettent à la matière de se constituer et de devenir de plus en plus complexe. Avant qu'existe la vie, il devait y avoir une évolution. Si l'on regarde ce qui s'est passé il y a 13,7 milliards d'années après le Big Bang, le refroidissement très rapide, voulant dire quand même des millions d'années par exemple, et ensuite l'apparition progressive de molécules de plus en plus complexes qui ont évolué, et qui ont évolué avant Darwin. Darwin, ce n'est que à partir de la vie. Mais avant, il y avait bien d'autres choses. L'évolution pré-darwinienne, si on veut l'appeler ainsi, on n'a pas besoin de l'appeler darwinienne d'ailleurs du tout, c'est une évolution qui existait dans la matière avant que n'existent les organismes vivants. Sinon, il n'y aurait jamais eu de vie s'il n'y avait pas eu une complexification progressive des objets qui font ce qui est fait en organisme vivant, les molécules, etc., dont je reparlerai d'ailleurs. La chimie, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, dans cet ensemble explicatif de l'univers, la science en quelque sorte, qui essaie de comprendre
quelle est la structure, quelle est la nature de l'univers, etc. La chimie s'occupe d'une partie. Vous savez, bon, là, en fait, nous devrions tous être des scientifiques. C'était possible il y a 1000 ans, ou il y a 500, mais ce n'est plus possible à cause des progrès réalisés, l'énorme ensemble de connaissances accumulées. Et donc, il y a des domaines. Le domaine de la chimie peut être défini comme celui qui s'occupe de comprendre la structure de la matière et de la transformation, la façon dont on peut transformer des objets matériels les uns dans les autres, que ce soit dans la matière non vivante ou dans la matière vivante. Un peu d'histoire, je voudrais juste faire un court parcours dans l'histoire de la chimie, dans l'histoire de cette structure de l'univers, et en allant vers moins 500, Empédocle, c'était déjà, comme d'autres d'ailleurs, mais enfin je le cite parce que c'est un de ceux qui s'était posé les questions de la façon la plus forte et la plus précise, avait proposé que ce qui nous entoure est formé par 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre, qui en se combinant donnent des propriétés. Le chaud, l'humide, le froid, le sec. C'était assez primitif, mais c'est un point de départ. Et après tout, pourquoi pas? Il fallait commencer quelque part. Et l'important, c'est déjà de se poser la question. De quoi est-ce constitué? À la même époque actuelle, à peu près, un autre philosophe grec avait abouti à une idée que maintenant nous jugeons évidemment extrêmement puissante et nous savons maintenant qu'elle était correcte, mais bien sûr, émettre une idée sans la prouver n'est pas de la science, mais c'était quand même important que Démocrite, dès moins 400 à peu près, propose que la matière est formée d'éléments insécables, les atomes, atomos. C'est une idée, bien sûr, qui maintenant nous savons tous que la matière est formée d'atomes. Ça a été proposé par Démocrite, qui, comme je le répète, n'a pas découvert les atomes, mais quand même son idée était correcte. Après avoir posé la question de savoir de quoi c'est constitué, lorsqu'on se rend compte que quelque chose est compliqué, et notamment dans le domaine de la chimie, complexe, on essaie de le simplifier. Simplifier, cela veut dire séparer les éléments, les objets qui sont contenus dans un mélange, les séparer pour pouvoir les analyser séparément. Il y a en chimie un certain nombre de techniques qui permettent de faire ça. On peut cristalliser des objets, on peut les distiller. Et là, je vous donne juste un exemple parce que c'est intéressant du point de vue historique. Voilà un livre de l'an 1500 qui a été imprimé à Strasbourg, et un livre de Hieronymus Brunswick, qui est un livre sur la distillation. Donc en l'an 1500, on avait déjà des bonnes idées sur comment séparer des mélanges complexes de liquides. Distiller en liquide, ça permet de séparer les composants du liquide. Et là, vous voyez un appareil à distillation. Pour les chimistes de la salle, ils se rendent compte qu'après tout, ça reste un appareil de distillation. Les habits des gens qui opèrent ne sont plus les mêmes, évidemment. Mais ça reste un appareil à distiller qui n'est pas dans son fonctionnement très différent de ce qu'on a actuellement. C'était le livre de l'art de la distillation de substances complexes, composées, parce qu'on se rendait déjà compte à l'époque qu'un mélange, comme par exemple l'eau et l'alcool, on distille et puis on sépare l'eau et l'alcool. C'était l'un des exemples. Donc séparer les choses en des éléments plus simples, pour pouvoir ensuite les analyser séparément. C'est très important. Une autre étape que je vais illustrer par un autre personnage, sans que ce soit nécessairement le plus important ni le seul, c'est d'utiliser la méthode expérimentale. De se dire, les théories, c'est très bien, les atomes de Démocrite, c'est très bien, mais pour démontrer quelque chose, il faut que j'ai des preuves expérimentales de l'existence ou du type d'effet qui est produit par telle ou telle substance. Ceci a été illustré en particulier par Paracelse, qui était à l'époque qu'on appelait un barbier, mais enfin c'était chirurgien, barbier, tout ce que vous voulez, c'était quelqu'un qui s'occupait de propriétés de différents éléments de la matière, mais l'intéressant c'est qu'il
C'était un de ceux qui a mis en avant l'idée qu'il fallait faire des expériences, avoir un certain empirisme pour aboutir à un résultat. Pour la petite histoire, Paracelse était un personnage aussi intéressant, assez remuant. D'une part, un grand Européen. Quand on regarde les voyages de Paracelse, il s'est promené partout en Europe, par des pérégrinations multiples. Donc, à l'époque, d'ailleurs, l'Europe existait déjà aussi. Il n'y avait pas de frontières entre certains pays où maintenant il y a des frontières, mais qui ont disparu. Donc, c'est vrai que le grand progrès que nous avons fait dans les dernières années, disons 40-50 ans, c'est justement aussi l'abolition des frontières et revenir donc à un ensemble beaucoup plus ouvert. Paracelse a été citoyen de Bâle, mais comme il était assez remuant et peut-être un peu provocateur, il a été obligé de quitter parce qu'il avait brûlé sur la place publique des bouquins qui étaient des bouquins purement théoriques et qui se contentaient des livres très établis de l'époque et des livres qui étaient plutôt qui considéraient comme faux. Et ensuite, d'ailleurs, il était citoyen de Strasbourg, il a aussi dû partir. Il a finalement abouti à Salzbourg. Et pour ceux qui iraient à Salzbourg, dans le cimetière où est enterrée la famille de Mozart, Constance Mozart, pas Mozart lui-même bien sûr, Paracelse a aussi son monument funéraire là-bas, donc vous pouvez à la fois contenter votre goût musical et aussi peut-être voir la tombe de Paracelse. Bon, voilà donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On s'est posé la question des éléments, on s'est posé la question de séparer des choses complexes en choses plus simples et de l'approche par laquelle on essaie d'étudier, pas seulement les idées, mais aussi les confronter à l'expérience. Ceci avait abouti, après donc, une certaine évolution vers le milieu du XIXe siècle, à un ensemble, à la reconnaissance que la matière était formée effectivement d'objets insécables, qu'on ne pouvait pas réduire plus, aller plus dans le détail. Et ceci, c'était appelé les éléments. Ces éléments formaient un ensemble pas organisé, on ne savait pas très bien, bon, il y avait bien des façons de les représenter, on donnait des symboles, mais ça semblait très chaotique, sans aucun ordre, très désordonné. Jusqu'au moment où quelqu'un a remarqué en fait qu'il y avait de l'ordre, qu'il y avait des relations entre ces différents éléments, qu'on pouvait les classer dans un tableau. Ceci, c'était Mendeleïev. Mendeleïev qui a proposé que les éléments connus à l'époque pouvaient se classer dans un tableau, je vais vous le montrer dans un instant, et qui en plus a eu l'audace de dire que dans les cas où le tableau avait une case de vide, il disait qu'un jour on trouvera de quoi remplir cette case, on trouvera l'élément qui manque actuellement, et effectivement tous ont été trouvés. Le tableau en question, le voilà. Ce sont tous des symboles par lesquels on représente les éléments actuellement. Bon, par convention, le carbone c'est C, le silicium c'est Si, le magnésium c'est Mg, le potassium c'est K, parce qu'il s'appelle kalium en allemand, lithium, hydrogène, etc. Ce que vous voyez là, c'est l'état actuel de ce tableau périodique des éléments. Et quand je dis l'état actuel, il y a quelque chose de plus profond, et même je dirais presque de plus grave là-dedans. C'est qu'il est complet. Il n'y a pas d'interstice, il n'y a pas d'autre case, il n'y a pas de case vide dans laquelle on pourrait placer un autre élément. Ce qui veut dire que ces tableaux dont on sait maintenant qu'il est fondé sur la structure des atomes est un tableau qui représente les éléments présents de la matière visible dans l'univers. Et quand vous le regardez, vous pouvez vous dire, j'ai devant les yeux le tableau qui contient les éléments qui font la matière partout dans l'univers. Rendez-vous compte ce que ça veut dire? C'est que l'humanité a réussi à analyser quels sont les éléments qui font toute la matière visible partout dans l'univers. Moi, j'estime que c'est l'une des conquêtes les plus fantastiques de la science, de pouvoir dire c'est de ça qu'est fait l'univers.
D'ailleurs, je crois qu'on pourrait aussi se dire que vous devriez avoir une belle image de ce tableau, le mettre au-dessus de votre lit, et tous les matins en vous réveillant, vous verrez ce qui a été fait. Et je crois vraiment que c'est l'une des productions les plus fantastiques de l'esprit humain et de la science, analysant ce que nous sommes au milieu de ce qui est autour de nous. Voilà donc la structure, la composition, de quoi c'est fait, comment ça se transforme, comment certains objets moléculaires peuvent-ils être convertis en d'autres objets moléculaires. Pour ceci, il faut une règle de base, la règle, l'équation de la réaction chimique, qui dit que quand on prend des substances qui contiennent un certain nombre d'éléments, qu'on les laisse réagir les unes avec les autres, on fabrique de nouvelles substances qui, dans leur nature intrinsèque, sont modifiées, mais par la recomposition des mêmes éléments de base. Cette équation de la réaction chimique a été proposée, a été formulée par Lavoisier, et sans elle, on ne peut pas faire de chimie, on ne peut pas faire de réaction de transformation chimique. À ce stade, nous avons donc ajouté l'idée de transformation de la matière à l'idée de la structure de la matière. De la composition, pardon, je devrais dire. Mais la composition, ce n'est pas tout. On a réalisé ensuite que ces éléments qui faisaient des objets plus complexes étaient connectés d'une certaine façon, étaient liés les uns aux autres. Et cette connexion peut être représentée par ce qu'on a appelé des formules chimiques, des formules qui représentent la façon dont les éléments sont liés les uns aux autres. Par exemple, un carbone à un hydrogène, un oxygène à un azote, etc. Et beaucoup de gens se sont essayés à représenter ces connectivités entre atomes pour représenter les objets moléculaires. Et ici, vous en voyez trois, l'une proposée par Wurtz, l'autre par Kekulé, qui sont les deux pas fausses, mais quand même assez éloignées de ce que nous représentons, la façon dont nous les représentons actuellement. Beaucoup plus proche était la formulation de Loschmidt, qui était un chimiste autrichien, et qui déjà, au milieu du XIXe siècle, avait proposé une représentation qui était, elle, beaucoup plus proche de celle que nous utilisons actuellement et qui, en fait, est pratiquement la même, sauf qu'il est représenté par un grand cercle en carbone, un petit cercle en hydrogène, mais le résultat est que ces représentations sont très proches. Par exemple, vous prenez l'alcool éthylique, l'éthanol, CH3, CH2OH, c'est exactement la formulation actuelle, et c'est de cette façon qu'on le représente. Mais cette représentation est plane. Tel que vous voyez, c'est comme un idéogramme. C'est une sorte de représentation qui ne fait qu'indiquer la composition de l'objet et la façon dont les éléments qui le composent sont connectés. Une étape supplémentaire a été franchie quand il a été proposé qu'en fait, ces molécules qui ont été, dont la composition, le fait qu'elles résultent d'atomes et de la connexion d'atomes a été formulée d'abord par Laurent et Gerhardt, que ces molécules ne sont pas plates. Elles ne sont pas simplement des écritures dans un plan, des représentations comme celles que je montre ici, mais qu'elles avaient une structure, une architecture. Et ce sont simultanément deux chimistes qui ont proposé que la chimie s'étendait dans l'espace, une stéréochimie. C'est d'une part Van 't Hoff, qui a en fait eu le premier prix Nobel de chimie en 1901, donc hollandais, et puis Lebel, qui, la même année, en 1874, ont émis l'idée que les molécules étaient des architectures, qu'elles avaient une forme dans l'espace tridimensionnelle. Van 't Hoff a fait beaucoup d'autres choses. Il est connu pour beaucoup d'autres travaux. Lebel, lui, s'est concentré sur cette idée-là. Et les deux ont donc contribué à une étape très très importante, absolument fondamentale, dans l'évolution de notre connaissance de la structure de la matière. On ne peut pas terminer ce
ce très court passage par l'historique de la chimie, sans citer, évidemment, surtout comme je parle de la matière à la vie, les propriétés de molécules de la matière vivante qui ont été perçues d'abord par Pasteur lorsqu'il a compris que les molécules pouvaient avoir une propriété qui est d'être soit comme une main gauche, soit comme une main droite. Ce qu'on appelle la chiralité. Kairos, c'est la main en grec. Et Pasteur a compris que ces propriétés de la matière qui font qu'il y a des relations d'image, de molécules à image dans le miroir, sont donc, peuvent s'expliquer sur une base moléculaire. Et il se trouve que dans les organismes vivants, quand c'est une molécule qui est présente, donc d'un type, main gauche par exemple, la main droite n'est pas active ou n'a pas les mêmes propriétés. Après ce parcours très rapide, on peut comme se dire qu'on comprend un peu comment progressivement la chimie moléculaire s'est élaborée. Cette chimie qui consiste à essayer de comprendre comment on peut élaborer une matière moléculaire de plus en plus complexe en combinant des atomes. Les atomes seraient les briques, les molécules seraient les maisons. Et cette chimie moléculaire a passé évidemment, elle aussi, à évoluer d'un état simple vers un état de plus en plus compliqué. Voyons donc, par exemple, deux jalons, deux périodes, deux étapes très importantes. La première, 1828. Friedrich Wöhler, en Allemagne, réalise la synthèse de l'urée. L'urée composé contenu dans l'urine, donc dans des organismes vivants. Il réalise cette synthèse à partir d'un produit chimique qui s'appelle le cyanate d'ammonium. Le cyanate d'ammonium est un produit que l'on peut appeler minéral, non vivant, en quelque sorte. Il faut faire attention, quand je dis non vivant, ça ne veut pas dire que l'autre est vivante, mais ça veut dire que ça ne fait pas partie d'un organisme vivant. L'urée est contenue dans un organisme vivant. Donc, deux points très importants. D'une part, Wöhler a réussi à faire l'urée à partir d'un autre produit. Il a réalisé une transformation chimique, ce qu'on appelle une synthèse, fabriquer un objet à partir d'autre. Et deuxièmement, il y a eu aussi une implication beaucoup plus large de ce travail de chimiste, qui est qu'à l'époque, on se disait qu'une molécule contenue dans un organisme vivant ne pouvait pas être fabriquée sans recours à la force vitale, qu'il y avait cette force un peu magique qui était présente dans les organismes vivants et qui faisait que les organismes vivants pouvaient fabriquer les molécules dont ils étaient constitués. Pouvoir faire l'urée, qui est une molécule contenue dans un organisme vivant, à partir du cyanate d'ammonium, qui est une molécule qui n'est pas contenue dans les organismes vivants, montrait qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'abîme entre le non-vivant et le vivant. Wöhler était parfaitement conscient de ce qu'il avait réalisé, et il avait écrit à l'époque à Berzelius, un chimiste suédois, où il a montré bien clairement qu'il était parfaitement conscient de l'importance, non seulement chimique, mais aussi, on peut dire, philosophique ou métaphysique de ce qu'il avait réalisé. 150 années après, la synthèse de la vitamine B12 a été réalisée. Même pour ceux qui ne sont pas chimistes, vous vous rendez compte que cet objet-là, vitamine B12, que nous avons dans notre organisme, est infiniment plus compliqué, beaucoup plus compliqué que l'urée. Cela veut donc dire que dans ces 150 années qui s'étaient écoulées, la chimie avait acquis une puissance en quelque sorte sur la transformation de la matière telle que, à partir des éléments qui constituent cette vitamine B12, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote représenté par N, de l'oxygène, un peu de cobalt ici et du phosphore, on peut construire cette molécule pas à pas, en prenant les éléments, en les mettant à la bonne place, en les disposant comme il faut, etc. Ce travail n'est pas allé sans effort particulier et important, puisque deux groupes de recherche avaient uni leurs efforts, celui de Robert Woodward à Harvard et de Albert Eschenmoser à l'École polytechnique fédérale de Zurich, aidés par environ 120 à 150 collaborateurs, moi j'en étais un, ont donc réalisé cette synthèse. Et bon, moi j'ai fait ce qui est entouré de rouge là, vous voyez, la petite partie là.
Ça montre aussi d'ailleurs qu'une entreprise de ce genre est une grande entreprise qui représente en fait aussi ce qu'est la science. Nous sommes tous, nous apportons notre pierre, personne ne peut nous l'enlever. C'est une chose importante pour les jeunes qui se demandent ce que c'est que la science et s'ils veulent avoir une vocation scientifique. Dites-vous bien que une découverte que vous faites, une contribution que vous faites, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Vous l'avez faite. C'est comme la pierre que vous apportez et qui participe à l'édifice complet. Donc, vitamine B12 vers les années 70. Depuis, ça ne s'est pas arrêté. La chimie moléculaire a continué à progresser. La chimie moléculaire a continué à trouver, à fabriquer de nouvelles molécules, des nouveaux matériaux, des propriétés intéressantes, des médicaments, etc. Et cela continuera encore. La chimie moléculaire, l'art et la science de fabriquer des molécules complexes, d'élaborer des propriétés nouvelles par des recombinaisons des éléments qui sont ceux du tableau périodique, ne s'est pas arrêté là et ne s'arrêtera pas. Mais on peut se poser une question. Y a-t-il peut-être un autre phénomène dont il faudrait s'occuper? Je l'introduis en vous montrant quelques exemples de ce qui se passe dans le domaine de la biologie. Voilà une cellule cancéreuse et voilà deux cellules dites cellules tueuses. Les cellules tueuses ont elles ont la mission de trouver cette cellule cancéreuse, cellule qui a échappé au contrôle, et de la détruire. Comment est-ce que les cellules tueuses sont capables de reconnaître la cellule cancéreuse, savoir que c'est une cellule qui a mal évolué? Si elles se trompent, problème. Si elles détruisent les cellules saines, problème. De même, les petits points bleus que vous voyez ici sont des particules du virus du sida qui, lorsqu'elles rencontrent un globule blanc, s'y accrochent et peuvent l'infecter. Comment est-ce possible? Comment est-ce que le virus, soudainement, là, il se rend compte qu'il a atteint son objectif et que voilà, il va pouvoir infecter? Il doit se passer quelque chose entre ces objets complexes, ces cellules tueuses, cellules cancéreuses d'un côté, globules blancs et particules virales de l'autre. C'est au contact, comme vous vous rendez compte, de ces objets que ça se passe. Or, de quoi sont-ils constitués, ces objets? De molécules. Ils sont définis par une membrane qui définit la cellule, et cette membrane est formée de molécules. Et dans cette molécule sont plantées d'autres molécules, protéines, qui entrent en contact. Et c'est par le contact de ces molécules, d'une part se trouvant dans la membrane de la cellule cancéreuse, et caractéristique de cette cellule, et d'autre part dans les membranes des cellules tueuses, que le contact se fait et qu'il s'opère une sorte de phénomène de reconnaissance au niveau non pas intramoléculaire, mais entre les molécules. Et c'est de là qu'est sortie cette notion de chimie supramoléculaire qui a fait donc la majeure partie de notre travail. Cette chimie supramoléculaire qui consiste à essayer de comprendre comment, par-delà la molécule, les interactions entre molécules peuvent donner naissance à ces phénomènes de reconnaissance entre, par exemple, objets biologiques. Cette chimie supramoléculaire repose donc non pas sur les liaisons entre les éléments dans les molécules. Dans les molécules, quand vous construisez une molécule à partir d'atomes, la liaison entre les atomes est une liaison forte, qu'on appelle en chimie covalente. Une fois la molécule constituée, elles sont toujours capables d'interagir les unes avec les autres par des interactions, des liaisons beaucoup plus faibles, qui sont des interactions intermoléculaires entre les molécules, mais qui justement donnent naissance à cette faculté de sélectionner, de s'accrocher mieux à certaines qu'à d'autres, de reconnaître d'autres objets moléculaires. Cette reconnaissance moléculaire fait donc intervenir deux propriétés principales, des interactions pour se lier, pour pouvoir s'accrocher, et de l'information pour pouvoir sélectionner. Si vous n'avez pas d'information, vous n'avez évidemment pas de possibilité de reconnaître.
Et cette reconnaissance moléculaire peut s'exprimer, a déjà été représentée, exprimée il y a fort longtemps par Emil Fischer en 1894. Il n'a pas appelé à reconnaissance moléculaire parce qu'à l'époque on ne parlait pas de cette façon-là. Mais il avait reconnu qu'il y avait nécessité à une complémentarité entre les objets qui se reconnaissaient. Il a représenté ça par l'image extrêmement simple, mais très forte, et malgré tout, malgré le temps, encore juste, de clés et de serrures. Un ajustement entre clés et serrures, une adaptation, le fait qu'ils soient adaptés l'un à l'autre. Évidemment, du temps de Emil Fischer, c'était plutôt géométrique. C'est une complémentarité géométrique. Depuis, on s'est bien sûr rendu compte qu'il fallait aussi que les interactions soient complémentaires. Vous savez, je pense tous, qu'un plus attire un moins et qu'un plus repousse un plus. Petit exemple de ces types d'interactions qui font que la complémentarité entre l'objet clé et l'objet serrure qui fait cette reconnaissance moléculaire est à la fois géométrique et aussi interactionnelle. Voilà Emil Fischer, qui donc en 1894, dans un très fameux article, a proposé cette idée, cette image de clé et de serrure. Je voudrais vous illustrer cela, cette notion d'information présente dans les molécules, dans cet ajustement entre molécules, en utilisant un cas à la fois simple, vous allez voir pourquoi, mais en même temps très puissant, puisqu'il concerne le génome de tous les êtres vivants. Le génome, l'information génétique de tous les êtres vivants, est portée par l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. Cet ADN est en quelque sorte un programme unidimensionnel, un long fil, où les informations sont écrites avec 4 lettres. Et ces 4 lettres sont chacune un groupement chimique bien défini. Ces groupements chimiques sont l'adénine, A, ceci, la guanine, la thymine et la cytosine. Alors on peut me dire c'est barbare et tout ça, oui, mais c'est la réalité. Ces 4 lettres, c'est-à-dire ces 4 groupes moléculaires, font, dans une longue séquence où se suivent les lettres d'une certaine façon, font le génome de tous les êtres vivants qui distinguent par exemple, comme aurait dit Jacques Monod, une bactérie d'un éléphant. Voilà donc l'écriture. On écrit le programme par une séquence de lettres, mais alors comment est-ce qu'on va le lire? Le stockage est donc manifestement moléculaire. C'est une molécule, un long fil d'ADN, qui porte une certaine séquence de lettres où l'information est portée par cette séquence. Comment va-t-on lire cela? On le lit par un appariement entre ces lettres. Appariement, formation d'une paire de ces groupes, soit adénine et thymine liées par 2 interactions représentées par des pointillés, qu'on appelle des liaisons hydrogènes, ou 3 interactions ici entre guanine et cytosine. En quelque sorte, l'écriture, c'est 4 lettres, la lecture, c'est un appariement. L'écriture, c'est moléculaire, puisque c'est des groupements moléculaires. La lecture est supramoléculaire, puisque c'est par interaction entre les objets. Et en fait, c'est un système binaire. C'est presque trivialement simple. On n'a que 4 lettres, et ça suffit pour faire une reconnaissance binaire, 2, 3, 2, 3, comme dans un ordinateur. Vous avez 0, 1, 0, 1. Là, vous avez 2, 3, 2, 3. C'est donc une simplicité vraiment assez surprenante et vraiment admirable dans un sens, mais en même temps assez triviale. On a 4 groupes chimiques, on les combine suivant une certaine séquence et on le lit par 2, 3, 2, 3. Une remarque peut-être encore sur cette question de rapport entre la matière non vivante et la matière vivante, et notamment entre les débuts. L'une de ces lettres, l'adénine, peut être simplement déduite de 5 molécules de HCN, l'acide cyanhydrique, très toxique, comme sans doute vous le savez, qui se trouve dans l'espace interstellaire et qui, combiné de façon chimiquement raisonnable, fournit de l'adénine. Donc, une substance dont nous savons qu'elle existe dans l'espace interstellaire, combinée, 5 d'entre elles, forment une des lettres du génome. Vous mettez un peu d'eau avec, vous obtenez la guanine. Et par d'autres mécanismes, vous pouvez obtenir les 2 autres lettres. Donc, par une chimie qui n'est pas très compliquée,
Elle n'est pas très simple, mais enfin, c'est une chimie relativement simple par rapport à d'autres molécules que l'on peut fabriquer. On peut imaginer que les 4 lettres des génomes de tous les organismes vivants ont pu être produits. Donc, indiquant que, de façon prébiotique, avant que la vie n'existe, il était possible que la matière inerte, par les interactions entre les molécules qui existaient à l'époque, pouvait faire produire ces 4 lettres. On peut aussi imaginer des façons de réaliser la production de protéines, mais bon, ça c'est une autre histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le passage d'un ordinateur sur un autre a changé tous mes « et » en des espèces de petits rectangles. Ça ne s'est pas passé dans la conférence qui est faite à Paris cet après-midi, mais là, c'est un autre programme. Donc, sachez que chaque fois qu'il y a ce symbole, ça veut dire « et ». Si je reviens maintenant sur cette notion d'information, et pour insister sur ce fait que la chimie n'est pas seulement une science de la structure de la matière et de la transformation de la matière, mais il y a quelque chose d'autre. Ce que je viens de vous montrer indique très clairement qu'il y a aussi une information qui est portée par les molécules et qui est lue au niveau supramoléculaire. Donc la chimie est aussi une science de l'information. C'est une science de la matière informée. Le stockage de cette information est dans la molécule. Sa forme, la disposition des atomes, les natures des sites qui peuvent interagir, etc. Et le traitement, la lecture de cette information se fait au niveau de contact entre molécules, donc au niveau supramoléculaire. Je voudrais juste vous indiquer par un exemple comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et comme vous devez le savoir, ou vous pouvez en être conscient, quand on a un problème compliqué, on le simplifie d'abord pour essayer de voir comment un cas simple peut être compris, et puis ensuite on fait progressivement des cas de plus en plus compliqués. Quel est l'objet le plus simple? Quelle est la clé, si je parle le langage d'Emil Fischer? Quelle est la clé la plus simple dans le monde des éléments qui forment la matière? C'est la sphère. Il y a des éléments en géométrie aussi. La sphère dans l'espace tridimensionnel, c'est l'objet le plus simple. Y a-t-il des sphères en chimie? Et donc nous pouvons nous poser la question, si nous avons un récepteur moléculaire, donc une serrure ayant un certain site, nous disposons de 3 clés. Ici, c'est la clé rouge qui va être la clé complémentaire de la serrure en question. Maintenant, si nous essayons de comprendre les cas les plus simples, voyons le cas où la clé serait sphérique. Y a-t-il des objets chimiques de ce genre? Oui. L'une des colonnes du tableau de Mendeleïev comprend ce qu'on appelle les ions alcalins, dont l'un, vous le connaissez certainement, c'est le sodium qui est dans le sel de cuisine. Et ces 5 éléments, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, sous forme ionique, portant une charge positive, représentent l'une des colonnes du tableau Mendeleïev. Et la question qu'on pouvait se poser, comment puis-je reconnaître, par une certaine serrure moléculaire, cette clé sphérique? Cela m'avait beaucoup intéressé parce que c'est d'ailleurs le début de notre travail dans les années 60, 1967, 68, 69, parce que je m'intéressais à l'époque à la neurochimie et que l'un des phénomènes importants dans le fonctionnement du système nerveux est la propagation de l'influx nerveux. La propagation de l'influx nerveux se fait par des changements de concentration de sodium et de potassium à travers les membranes des nerfs qui se propagent, ces changements de concentration. Et donc, il était évident que dans les membranes, il doit y avoir des molécules capables de distinguer une sphère sodium d'une sphère potassium qui sont proches en taille. Et c'était donc un problème de reconnaissance intéressant. Pouvait-on fabriquer des molécules artificielles capables de faire la même chose, de distinguer ces sphères les unes des autres? Appliquant, je simplifie là, mais on peut toujours appliquer cette image de clé de serrure, j'ai une clé sphérique, il me faut donc une serrure ayant une cavité sphérique. Et ça nous a amené à fabriquer ces objets que nous avons appelés des cryptantes parce qu'ils contiennent une crypte à l'intérieur de la molécule et qui, par liaison, par piégeage en quelque sorte d'un ion alcalin représenté par ces boules jaunes, forment des cryptates.
Cette cavité était l'une de celles qui avaient été fabriquées, qui était juste bonne en taille pour se lier fortement à l'ion potassium. Vous pouvez diminuer la taille de la cavité en raccourcissant l'un des ponts ici, c'est le sodium, et vous diminuez encore plus en raccourcissant deux ponts, les deux du bas, c'est le lithium. Donc, en faisant cette espèce d'ingénierie sur les molécules, en changeant la nature de la forme, de la structure de cette molécule, on pouvait réaliser des cavités de géométrie plus ou moins sphérique pour l'ajuster à la taille de l'ion qu'on voulait y loger. C'est donc un exemple de reconnaissance moléculaire entre une serrure, la crypte, et la clé, l'ion alcalin. Beaucoup de laboratoires ont développé des études sur des reconnaissances de plus en plus complexes, reconnaître des tétraèdres, reconnaître des objets de toutes sortes de formes et de toutes sortes d'interactions. Et pour donner juste un exemple, lorsque l'on essaye de fabriquer un médicament, c'est en quelque sorte fabriquer une clé pour une serrure biologique. Donc ces travaux se sont beaucoup développés partout dans le monde. Et la question qui est souvent posée aussi, à quoi cela sert-il? Peut-on aussi, en plus, avoir des applications? Je citerai juste 3 applications ici de cette chimie supramoléculaire. La première, je viens de la mentionner, consiste à comprendre la reconnaissance moléculaire afin de pouvoir mettre au point des substances ayant une activité biologique, parce que, je le redis, essayer de faire un médicament, c'est essayer de faire une molécule qui puisse s'ajuster sélectivement à un récepteur, donc à une serrure biologique, soit pour l'inhiber, soit pour l'activer. Une deuxième application qui en a résulté est celle qui consiste à fabriquer d'autres types de cages et ici à y loger un autre élément du tableau périodique de Mendeleïev, l'europium, qui se trouve avoir dans ces conditions une forte fluorescence rouge. Et cette forte fluorescence rouge donne à cette molécule, à cet ensemble, la propriété de pouvoir servir de marqueur, en quelque sorte une espèce de petite ampoule rouge qu'on accroche sur un anticorps et qui peut ensuite être utilisé pour faire de l'immunoanalyse, donc de développer des technologies de diagnostic médical. Ceci a été réalisé en collaboration avec un groupe dirigé par Gérard Matisse dans une petite entreprise française et qui a abouti finalement à la réalisation d'un appareil que vous voyez là, s'appelant le Cryptor, dans lequel on utilise ces cryptates d'europium comme marqueurs luminescents pour faire du diagnostic médical. Une troisième application que je voudrais mentionner a trait à quelque chose d'un petit peu différent, mais qui rentre aussi dans le panorama général de cette chimie supramoléculaire, c'est que non seulement, bon, d'abord on veut reconnaître, les molécules se reconnaissent les unes et les autres, s'associent sélectivement, mais une autre propriété qu'elles peuvent avoir, c'est d'utiliser ces propriétés pour aider le substrat à passer une barrière moléculaire, comme une membrane, par exemple la membrane d'une cellule. Dans nos cellules, c'est la membrane qui régule, ou ce qu'il y a aussi dans la membrane, les molécules contenues dans la membrane, qui régulent les échanges avec l'extérieur et qui font donc que la cellule garde son intégrité. Nous avions étudié ce phénomène de transport, donc fabriquer des récepteurs, des serrures, capables de lier des substrats et de les aider à passer des barrières qu'ils n'auraient pas passées autrement. Et nous avions ensuite un peu quitté cette activité jusqu'au moment où elle s'est révélée à nouveau intéressante lorsque est venu sur le devant de la scène les questions de transfert de gènes. Peut-on transférer un bout d'ADN, un bout d'un génome, dans l'intérieur d'une cellule afin qu'il puisse ensuite s'exprimer et donner le produit qui lui correspond, la protéine qui lui correspond. Donc rentrer dans la cellule, passage dans le noyau, et puis ensuite expression de cette protéine qui est le produit de ce gène.
Des travaux de ce genre, la réalisation de ce genre de processus peut être très intéressante pour, d'une part, la biotechnologie, faire exprimer des molécules que l'on veut produire par des cellules, et d'autre part aussi pour éventuellement la thérapie génique, c'est-à-dire corriger des gènes qui seraient défectueux dans un organisme. Ces travaux de transfert de gènes, donc de transport d'éléments d'acide nucléique, de bouts d'acide nucléique à l'intérieur d'une cellule, ont été faits dans mon laboratoire au Collège de France, et ils ont été testés, réalisés dans des systèmes biologiques par un de mes frères, Pierre Laine, qui est professeur à la faculté de médecine de Brest. Et là, je vous montre juste des exemples, parce que, en fait, il y a une application intéressante qui peut être relativement accessible. C'est essayer de corriger pour le gène de la mucoviscidose. La mucoviscidose résulte, cette maladie qui fait qu'il s'accumule du mucus dans les poumons et qui, en général, conduit au décès de la personne, souvent en général des enfants, parce qu'on ne vit pas très longtemps avec ça. Et comme c'est contenu dans les cellules épithéliales des voies aériennes, on peut imaginer que c'est peut-être une approche relativement facile par rapport à d'autres, parce qu'on pourrait se transfecter soi-même simplement en inhalant le produit. Donc là, je vous montre juste un exemple, qui est un exemple évidemment, non pas d'application humaine, mais d'application préclinique, on peut dire. D'une part, on essaie de faire exprimer par les cellules le gène d'un composé qu'on peut facilement détecter. Ici, c'est un enzyme, la bêta-galactosidase, qui permet de colorer les cellules en bleu. On peut aussi faire exprimer une autre enzyme, la luciférase, qui permet de faire luminescer, de donner une luminescence aux cellules. Et à gauche, vous avez la transfection de cellules primaires humaines. Tout ce qui est bleu a été transfecté. Et ici, c'est quelque chose de nettement plus proche de cette éventuelle application dans la mucoviscidose, qui est d'instiller dans la trachée de souris le gène de la bêta-galactosidase, aidé par une substance qui s'y lie, la reconnaît et lui l'aide à passer les membranes cellulaires. Et vous voyez que là, instillation dans les voies aériennes de souris, on observe après un certain temps, et puis ensuite évidemment il faut analyser les cellules trachéennes de la souris, et vous voyez là qu'il y a effectivement une transfection. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu, ça veut simplement dire qu'il y a moyen d'utiliser les propriétés de base des objets moléculaires qui en reconnaissent d'autres pour le faire passer la membrane et ensuite de donner lieu à l'expression du gène correspondant. Je voudrais terminer en allant à nouveau un pas plus loin. Chimie moléculaire, chimie supramoléculaire et reconnaissance moléculaire. Lorsqu'on comprend mieux comment la reconnaissance moléculaire se fait, ne pourrait-on pas l'utiliser pour justement construire des systèmes qui vont s'organiser tout seuls, qui, sur la base de la façon dont les objets s'assemblent, vont être capables de générer un système, une architecture plus compliquée. Et pour cela, un exemple biologique, bien que ce ne soit pas un exemple vivant, un virus n'est pas vivant, serait et peut être utilisé l'assemblage d'un virus. Ici, la mosaïque du tabac. C'est un virus qui est constitué de 2130 sous-unités, des espèces de briques, qui sont des protéines représentées ici, plus une molécule qui est le génome du virus, représenté par ce tortillon vert. Ces 2130 briques s'assemblent pour entourer le tortillon vert et pour produire la particule virale. Comment cela se fait-il? Cela se fait par contact entre les molécules de base, ces briques de base. Elles sont autocomplémentaires, c'est-à-dire l'un des côtés de la molécule est complémentaire de l'autre, de sorte à ce qu'elles peuvent donc s'ajuster, s'accrocher les unes aux autres. Et cet accrochement conduit à un assemblage qui est représenté de façon très schématique ici. Ceci représenterait en quelque sorte, cette tranche de gâteau représenterait cette protéine ici,
qui s'assemblent, forment un disque, forment une hélice, continuent à s'enrouler, et au centre de cette tour hélicoïdale, formée par donc un mur hélicoïdal, se trouve le génome du virus. C'est à nouveau un processus qui se fait sous l'action des forces électromagnétiques qui lient les molécules les unes aux autres, et en soi, même si c'est compliqué, ce n'est pas complexe. Je veux dire par là ceci, la molécule en elle-même est compliquée, elle a beaucoup d'atomes, beaucoup de points d'interaction, mais individuellement, on peut comprendre chaque point d'interaction et pourquoi ça se fait de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de magie dans cette façon de faire, ça a l'air magique, le fait que spontanément s'édifie cette particule avec au centre la molécule du génome du virus. Mais il n'y a rien de magique, c'est simplement les forces électromagnétiques qui font interagir les objets moléculaires construits de façon adéquate, qui conduisent spontanément, mais de façon tout à fait contrôlée, à l'édification de cette particule virale. D'ailleurs, si je peux vous donner un autre exemple, il y a des virus sphériques qui sont formés de molécules un peu concaves avec lesquelles vous pouvez faire une sphère. On peut démontrer que, et ça j'ai vu la chose faite et ça a l'air assez magique en soi, mais enfin c'est parfaitement rationnel, raisonnable et compréhensible sur la base des interactions physico-chimiques. Vous prenez ces objets concaves, vous mettez aux bonnes places des petits aimants, là où on sait que les molécules interagissent, vous mettez ça dans un bécher et vous remuez, et lentement vous obtenez la sphère à la fin. Donc à partir d'objets concaves initiaux, il suffit d'agiter et vous obtenez à la fin la sphère. Tout simplement parce que quand deux sont mis ensemble, le troisième c'est un peu plus facile, le quatrième encore plus facile, le cinquième encore plus facile, et évidemment le dernier, il tombe juste et met tout en place. Donc en quelque sorte, avec une molécule de bonne structure, de structure adéquate, et les interactions correspondantes, on peut fabriquer facilement des systèmes capables de s'auto-assembler. Et les virus sont un exemple. Ceci permet encore une fois d'insister sur cette nature informatique en quelque sorte, cette information. Parce qu'en fait, ce système de virus, c'est vraiment comme un programme. Vous rentrez de l'information, elle est contenue dans les molécules, les briques. Elle est lue par les interactions au niveau supramoléculaire et vous sortez un produit qui, comme dans un programme informatique, on rentre de l'information, on laisse courir, ça se traite, il sort un résultat. Ici, l'information est contenue sur des éléments matériels, des molécules. Le traitement, la lecture de cette information se fait au niveau supramoléculaire par les contacts. Et il se trouve que les molécules ont la forme et les interactions adéquates pour générer un objet complexe. Je vais vous illustrer ça par des cas qui sont des cas artificiels que nous avons réalisés au labo et qui utilisent d'autres types d'interactions, mais je vous montre juste quelques illustrations, juste quelques images, mais qui vous permettent de peut-être vous rendre compte de ce que l'on peut faire. Le passage donc de la chimie moléculaire à la chimie supramoléculaire permet aussi d'envisager une étape supplémentaire vers l'auto-organisation. Et je voudrais considérer le cas, parmi tous les cas possibles, de briques moléculaires qui sont liées les unes aux autres par un ciment qui est l'interaction avec un ion métallique, c'est-à-dire avec une de ces espèces du tableau de Mendeleïev qui portent des charges qui sont des métaux sous forme ionisée. Les interactions de ce genre sont bien connues, mais on peut les mettre en œuvre pour générer des structures beaucoup plus compliquées sur la base de la façon dont on construit les briques moléculaires et la façon dont elles interagissent avec les éléments qui doivent les lier, les cations métalliques. Par exemple, on peut fabriquer des hélices. La double hélice de l'ADN est un objet mythique de notre temps. Bon, c'est évidemment, tout le monde en a entendu parler. Mais la question qu'on s'était posée, peut-on faire des hélices, des doubles hélices, des triples hélices, de façon totalement artificielle, de façon qui n'a rien à voir avec la façon dont se fait la double hélice de l'ADN? La réponse est oui. Et ici, vous voyez à gauche une double hélice, à droite une triple hélice.
La double hélice, il y a une molécule colorée en brun qui s'enroule autour d'une molécule colorée en bleu. Vous ne voyez pas les éléments d'interaction, ils sont cachés là derrière. Vous les voyez mieux dans la triple hélice. 3 branches, 3 molécules, liées, connectées par des ions, dans ce cas c'est du nickel, les boules jaunes là. Et donc, vous mélangez simplement la molécule avec l'ion métallique en question et spontanément, vous obtenez une double hélice et une triple hélice. Un autre exemple qui a, cette fois-ci, non pas un rapport avec quelque chose, une structure qui a une espèce de relent de biologie, mais plutôt quelque chose qui rappelle un autre domaine qui est beaucoup à l'honneur actuellement, les nanotechnologies et les nanosciences. Si vous regardez uniquement les objets qui sont dessinés à droite, vous dites qu'après tout, ça pourrait être une conférence de microélectronique. Ça pourrait être des circuits. Ça pourrait être des circuits avec des conducteurs qui sont ces barres horizontales et verticales, qui sont soudés ou qui sont connectés. Et à chaque intersection, on a un point rouge qui représente quelque chose de spécifique, par exemple une soudure ou un autre élément, un semi-conducteur qui a une certaine propriété. Si l'on conçoit des molécules de ce genre ayant des encoches qui sont capables de lier l'élément qui va les unir, les ions métalliques, la formation d'un élément complet fermé sur lui-même implique que tous les sites soient occupés de façon complète, ce qui veut dire que cette molécule avec 2 encoches va donner un objet qui représente une grille 2 sur 2, celui-ci 3 sur 3 et celui-ci 4 sur 4. C'est effectivement ce qui se fait en construisant au laboratoire des molécules ayant ce type de structure, en leur ajoutant des ions métalliques bien choisis sur la base de la façon dont on a construit aussi les molécules initiales. Automatiquement, on fabrique par exemple cet objet-là qui a 8 molécules, 4 horizontales, 4 verticales et 16 points de contact. Ceci, ça se fait sans que vous ayez à faire autre chose, car évidemment, il faut concevoir de façon correcte les molécules, utiliser le bon ciment pour les connecter, le bon connecteur, et ensuite on laisse courir. Ceci me permet de faire une autre remarque, qui est que l'édification d'objets de ce genre, en voilà donc un exemple d'une grille 3 sur 3 avec 9 cations argent et 6 molécules, 3 horizontales, 3 verticales, conduisent donc à la formation d'objets organisés ayant des points qui pourraient éventuellement servir, par exemple, de stockage d'informations si vous pouvez les adresser séparément. Ceci me permet d'insister sur le fait que l'on peut faire des objets de tout type de complexité. Ici, un nanocylindre qui est formé de 3 molécules linéaires, de 4 molécules planes, en bleu, et de 12 points de connexion, 3 par étage, si je puis dire, qui à nouveau s'assemblent sans qu'on ait autre chose à faire. Bien sûr, il faut les concevoir de façon correcte, les mettre en contact avec les bons connecteurs, et ensuite, le système, spontanément, mais de façon, j'insiste, contrôlée, génère l'objet final. Beaucoup de travaux se sont réalisés dans ce domaine, soit avec des connecteurs ions métalliques, soit d'autres, et cela conduit à dire qu'il y a une très intéressante application possible et dans le futur dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies. Vous savez sans doute que pour réaliser les dispositifs, les circuits extrêmement puissants qui constituent nos magnifiques, merveilleuses machines informatiques, dont la puissance ne cesse de s'accroître, on a recours à la fabrication. On les fabrique, c'est-à-dire les éléments qui composent ces objets, ces ordinateurs, sont des éléments, des circuits qui sont fabriqués. On peut se poser la question, si un jour, lorsqu'on atteindra la limite de fabrication possible, la limite de la réduction en taille, n'y a-t-il pas une autre approche? Cette autre approche serait de laisser les objets se faire d'eux-mêmes. Je vous ai montré qu'à partir de leurs éléments, leurs composants, on peut générer des architectures très complexes. On en fera de plus en plus complexes. Et cette possibilité
suggère que dans le futur, au lieu d'avoir à fabriquer les objets, on peut les laisser se faire à condition de comprendre comment ils s'édifient, comment la mise en place exacte peut se faire. Mais dans ce cas-là, ce sera évidemment une façon extrêmement puissante de contourner la réduction de taille, les limites qui pourront être posées à la fabrication lorsque les objets, les composants deviendront de plus en plus petits, pour laisser les objets se faire eux-mêmes, passer de la fabrication à l'autofabrication. D'ailleurs, il y a une façon relativement simple de vous convaincre que c'est une voie qu'il faut absolument explorer dans le futur, et déjà, pas seulement dans le futur, ça a déjà commencé bien sûr, mais que c'est une voie qui représente une possibilité très très importante dans cette possibilité, dans ces fabrications d'objets de plus en plus complexes, c'est que l'ordinateur le plus puissant dont nous disposions actuellement, c'est évidemment le cerveau qui est auto-organisé, il fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire. En plus, il est connecté. Je vous parle, vous m'entendez. Donc, il y a une connexion qui s'est faite. Et on peut très bien imaginer que des systèmes auto-organisés, même simples, très simples par rapport au cerveau, le genre de choses que je vous ai montré, à certaines étapes de l'assemblage, puissent avoir une certaine couleur, une certaine fluorescence, certaines propriétés électriques. Et donc qu'à différentes étapes de leur assemblage, puissent communiquer en quelque sorte par la couleur, par donc quelque chose d'optique, par quelque chose d'électrique ou par un signal magnétique par exemple. Donc je crois que je me fais en général l'avocat de cette approche, disant que l'auto-organisation programmée peut être dans le futur une voie extrêmement importante pour le développement de ces nanosciences, ces nanotechnologies, qui en quelque sorte contournent la nécessité de réduire la taille en mettant l'accent sur la complexité de l'objet plutôt que sur la taille très petite des éléments qui le composent. Je voudrais juste vous donner une impression de la suite, de la façon dont cela se développe actuellement. Juste une image, sans insister sur les détails. Pour l'instant, cette auto-organisation dont je vous ai parlé, et qui, je vous l'ai dit, est pratiquée dans de plus en plus de laboratoires de par le monde, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, pour voir aussi comment les systèmes biologiques s'auto-assemblent, ceci se fait par la conception des éléments, conception correcte, de la façon dont ils sont constitués et de la façon dont ils interagissent. C'est ce qu'on va appeler l'auto-organisation par dessin, D-E-2-S-E-I-N. En anglais, c'est plus facile, c'est design, qui repose sur l'information correcte et sur la programmation du système sur la base des phénomènes de reconnaissance moléculaire. Nous en avons parlé. Une autre approche qui s'est développée les dernières 10 années à peu près est de se dire si le système est capable de s'auto-organiser et possède des programmes d'auto-organisation inhérents aux composants suffisamment robustes, le système va pouvoir choisir ce qu'il lui faut pour s'édifier dans une grande diversité d'objets moléculaires qui seraient présents dans le milieu. Donc, il pourrait faire une sélection de ce qu'il lui faut pour se mettre en place, pour s'édifier. Pour cela, pour sélectionner, il faut bien sûr une diversité, il faut avoir beaucoup d'objets entre lesquels choisir, et une dynamique. Dynamique voulant dire que si on fait une erreur, c'est-à-dire si le système s'accroche, si deux objets s'accrochent, et que ce n'est pas le meilleur accrochement, que ce n'est pas la meilleure reconnaissance, il faut qu'il puisse se détacher, il faut qu'il puisse chercher autre chose, et donc se recomposer. Cette approche est une approche qui s'est développée donc récemment, et qui conduit à ce qu'on peut appeler une chimie constitutionnelle dynamique, donc une chimie qui est dynamique dans sa constitution, et on passe donc de la chimie supramoléculaire à une chimie dynamique qui permet aux objets chimiques de se dissocier, se réassembler, se redissocier, se réassembler, et de répondre, de s'adapter aux sollicitations du milieu. À quoi est-ce que ça peut servir? Pour simplifier et pour résumer en quelque sorte, cette chimie qui est dynamique dans sa constitution, c'est-à-dire c'est la nature même, la constitution d'objets chimiques, de la molécule ou de l'espèce supramoléculaire, qui est rendue labile, dynamique. Ça peut se défaire ou se refaire de façon continue. Cette diversité met en œuvre, bien sûr, cette possibilité dynamique, met bien sûr en œuvre la sélection. Si cet échange est possible tout le temps,
évidemment, on va pouvoir sélectionner les objets. Cela peut conduire à des nouvelles méthodes de recherche de substances biologiquement actives. De quelle façon? Si on reparle de clés et de serrures, au lieu de faire une clé pour la serrure, on a juste des fragments de clés et on laisse la serrure assembler la clé. Parce que la serrure, elle a une certaine forme, une certaine cavité. Si les fragments sont suffisamment variés pour qu'un assemblage de ces fragments forme la bonne clé, la serrure va former sa clé. Donc, on va sélectionner dans l'ensemble des fragments de clés possibles ceux qu'il lui faut pour faire la bonne clé. Et donc, c'est une nouvelle méthodologie pour essayer de trouver des substances biologiquement actives, des clés pour des serrures biologiques. Et puis, une dernière application une dernière utilisation de ce genre d'approche est la mise au point de matériaux dynamiques. Cela veut dire, par exemple, des polymères, des matières plastiques dont les composants peuvent se dissocier et se réassocier. C'est notamment intéressant pour faire des plastiques biodégradables ou dégradables dans l'environnement parce que ce sont des substances qui pourront se déliter facilement au contact, par exemple, de l'eau ou changer leur constitution pour avoir des propriétés mécaniques différentes, des propriétés optiques différentes. Ça, nous l'avons réalisé aussi, mais je ne veux pas entrer plus dans les détails. Je voulais juste vous faire sentir cette possibilité que la dynamique dans la constitution des objets que vous observez confère ces propriétés qui sont conférées par cette dynamique aux objets qui peuvent de cette façon s'adapter, se modifier, répondre aux sollicitations du milieu. Donc, on peut observer, on peut se dire que ça introduit en chimie un caractère qui était fort peu exprimé auparavant, et qui est qu'on essaie de rendre les systèmes chimiques adaptatifs par justement la possibilité de sélectionner les composants qui seraient les composants optimaux pour certaines circonstances, une chimie évolutive et pourquoi pas une chimie avec sous-tendue par une approche que l'on peut appeler darwinienne. Évidemment, l'approche darwinienne est une approche qui est appliquée à la biologie, qui est beaucoup plus compliquée. Les organismes biologiques sont beaucoup plus complexes, mais cela donne quand même, et je pense que c'est une évolution extrêmement importante pour le futur, cela donne aux objets chimiques et aux systèmes chimiques la possibilité d'avoir cette propriété de s'adapter, de répondre aux sollicitations et donc aussi d'évoluer et de présenter cet aspect darwinien. Le chemin vers la matière complexe comprend donc, d'une part, d'abord une description de ce qu'est la matière complexe, puis comprendre comment elle peut s'édifier, et une fois que l'on sait comment l'édifier, pourquoi ne pas l'utiliser, qu'on a compris comment ça se fait, l'utiliser pour créer d'autres expressions de la matière complexe. Cette façon de se dire la connaissance des propriétés de la matière, la connaissance, la façon dont les objets matériels sont construits, la façon dont ils interagissent, nous permet justement de créer des formes nouvelles qui ne sont pas réalisées dans l'univers actuel, simplement parce que ça n'a pas été fait. Non pas que ça n'aurait pas pu se faire, mais les questions qui, au cours de l'évolution, ne se sont pas posées, n'ont évidemment pas été résolues par l'évolution. Donc, nous, avec les connaissances que nous pouvons acquérir, pas seulement en chimie, mais dans tous les domaines de la science, permettent d'explorer des domaines inconnus, et ceci a été déjà dit il y a fort longtemps. Léonard de Vinci a écrit une phrase qui est admirable et par sa force et aussi par son audace. Là où la nature cesse de produire ses propres espèces, dont nous faisons partie, l'homme, en se servant des choses naturelles, avec ce que je vous ai dit, c'est évidemment les éléments, le tableau de Mendeleïev, en accord avec cette nature même, un physicien vous dira l'équation de Schrödinger, les lois de base de l'univers, la façon dont sont construits les objets, dont est construite la matière, Et alors la chute est une chute extrêmement puissante, surtout pour quelqu'un qui était à la fois un artiste et un scientifique, commence à créer une infinité d'espèces. En quelque sorte, la science permet d'envisager de créer toutes ces espèces créées. Rendez-vous compte, il a bien utilisé le terme créer.
toutes ces espèces qui n'existent pas encore, qui n'ont pas été générées dans l'évolution de l'univers. En quelque sorte, par la recherche scientifique, nous essayons de comprendre comment fonctionne l'univers. Cela nous donne les connaissances que nous ne pouvons pas rendre. Comme Prométhée a conquis le feu, nous pouvons acquérir progressivement de plus en plus de connaissances. Nous ne pouvons pas rendre ce que nous savons. Une fois que c'est là, c'est là. Et nous sommes forcés, plus ou moins, d'aller de l'arbre de la connaissance, vers le contrôle de notre propre destinée. Je vous ai montré tout à fait au début cette image de l'évolution de l'univers qui, avec comme point final, mais temporaire, l'être humain. À un moment donné, la connaissance donnera la possibilité à l'être humain de contrôler sa propre destinée. Arbre de la connaissance, c'est évidemment le début de la science, et peut-être peut-on le rapprocher d'un vieux mythe. Lucas Cranach a peint, comme beaucoup de peintres de son époque, beaucoup de paradis, avec notamment Ève. Qu'est-ce qu'elle fait? Ève cueille le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. C'est évidemment la naissance de la science. Il n'y a pas de fruit défendu en science. La connaissance n'a pas d'interdit. Il n'y a pas de dogme qui peuvent la défendre. Et la naissance de la science, c'est d'oser connaître, oser savoir. Remarquez aussi, mesdames, que la première scientifique était une femme. Je voudrais terminer en élargissant un petit peu cette idée de la puissance de la connaissance et de ce qui nous reste à faire, ce que nous avons à faire. Un grand mathématicien, David Hilbert, qui est enterré à Göttingen, et sur sa pierre tombale, il y a une inscription, ici. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Nous devons savoir, nous saurons. Je crois que c'est vraiment ça qui nous pousse et qui, dans le futur, nous permettra de maîtriser, de connaître de mieux en mieux l'univers. C'est évidemment une position très optimiste, mais tout ce qui s'est passé nous montre que ça se déroule dans ce sens et que nous sommes plus ou moins, je dirais presque condamnés à savoir, et que nous saurons comment ça s'est fait, comment nous pouvons contrôler notre propre destinée. Et il faut souhaiter que dans nos sociétés, de plus en plus de jeunes, de moins jeunes, s'intéressent à la science parce que l'approche rationnelle de nos problèmes est l'approche qui non seulement sera importante pour la connaissance, mais aussi pour la vie dans nos sociétés. Merci beaucoup.